Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto House, la chaîne francophone qui parle uniquement de crypto, et une fois par semaine je fais un résumé de tout ce qui s'est passé dans le monde des cryptos, et ça c'est pour tout de suite. Alors déjà on va démarrer par le market cap. On voit qu'on est à 187 milliards aujourd'hui, ce qui est plutôt très bien, hein. On va voir par rapport à ce qui s'est passé avant. Si on regarde les principales hausses de la semaine, on a le Bitcoin qui mène la danse à plus 13%. On est au-dessus de quasiment toutes les cryptos qui sont dans le top 20. Donc on a Ethereum qui a quand même monté à 6%, on a un XRP qui depuis des mois reste plus ou moins à 30 cents, un XRP en ce moment c'est assez décevant, on a EOS qui monte, qui descend, qui reste plus ou moins aux alentours de 5 $. Qu'est-ce qu'on a en ce moment d'intéressant? C'est qu'on a un Binance Coin qui cette semaine descend de 6%, c'est une des plus fortes baisses, là on voit avec Cardano et Stellar, en tout cas dans vraiment le top des cryptos. On va voir pourquoi Binance a fortement baissé, alors que normalement c'est une crypto qui fait mieux que le Bitcoin. Mais donc on voit que sur la semaine, on a moitié rouge, moitié vert, donc avec certains coins quand même, comme le Bitcoin, qui vraiment font beaucoup mieux que les autres. Si on regarde maintenant justement la courbe du Bitcoin, on voit vraiment qu'on a dépassé les 6 000 $, qui est quand même un niveau qu'on attendait depuis très longtemps. Et on voit que malgré toutes les petites baisses qu'il y a eu, la tendance depuis le début avril, où on a démarré à peu près 5 000 $, un mois après, on se retrouve à 6 000 $, ce qui est une forte hausse pour le Bitcoin. Et si on regarde ici, j'avais tracé une ligne qui était la ligne de résistance ici, qu'on voyait, hein, qu'on a vu à plusieurs fois, le Bitcoin qui restait aux alentours de 6000, 6100, 6200. Et aujourd'hui, on commence à atteindre cette résistance. Et donc, on va voir si ça se confirme et qu'on arrive à se stabiliser déjà autour de 6100, 6200. Ce qui est normalement le prix que vaut à peu près un Bitcoin sans toute la spéculation qu'il y a autour. Donc c'est le prix du minage avec une légère marge. On va continuer avec une étude de Binance Research. Donc j'ai trouvé ça sur le compte de Twitter de Binance Research. Et ce qui est intéressant, c'est que ça montre la performance du Bitcoin par rapport à d'autres classes d'assets dans d'autres domaines. Alors là, vous ne voyez pas parce que je pense qu'il y a ma tête, il y a moins 5% pour l'agriculture. L'or a fait moins, si peut-être que j'arrive à monter, non. L'or a fait moins 1% depuis le début de l'année. Les bonds américains, plus 2%. Et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le global stock a fait 13% depuis le début de l'année. Les actions américaines ont fait 18%. Et les actions tech ont fait 24%. Et on voit ici le Bitcoin, lui par contre, depuis le début de l'année, il a fait 53%, ce qui en fait vraiment pour les investisseurs le meilleur asset sur 2019 pour l'instant. Alors, on continue les nouvelles de la semaine avec la Turquie. Donc la Turquie en 2018, elle a vu sa monnaie locale, hein, la lire turque, se déprécier de 28%, ce qui est quand même énorme. À cela, il faut rajouter qu'il y a des sanctions en plus américaines, ce qui fait que sa population, pour essayer de s'en sortir, elle a fortement investi dans les cryptos. Il y a aujourd'hui 18% de la population qui disent avoir des crypto-monnaies, ce qui fait de la Turquie le pays, en tout cas sur le continent européen, avec le plus fort pourcentage d'habitants qui ont des crypto-monnaies. On a aussi OKEX qui ont trouvé un filon,
puisqu'ils ont eux fortement investi en Turquie, et la première semaine d'ouverture, ils ont vu 30 000 enregistrements. Donc ce qu'on voit typiquement, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui sont en difficulté économique. On voit les pays d'Afrique, on voit les pays d'Amérique latine, qui ont donc tous ces problèmes à cause soit des sanctions économiques, soit d'un gouvernement qui fait mal leur travail et qui ont donc une économie qui est très très faible. Et on voit que les citoyens, le seul moyen pour eux de s'en sortir, soit de ne pas avoir une dépréciation trop forte de leur argent, soit tout simplement d'accéder à un système financier, c'est de se tourner vers les crypto-monnaies et principalement vers le Bitcoin. Et malheureusement, cette tendance ne va pas s'inverser et on va voir une plus forte utilisation au cours des semaines et des mois du Bitcoin. On continue les nouvelles de la semaine avec Cardano et Charles Hoskinson, qui est donc l'ex-cofondateur d'Ethereum et le fondateur de Cardano et de IOHK, la société derrière Cardano. Et donc Charles Hoskinson, il vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle blockchain, là spécialisée pour les entreprises, qui s'appelle Atala. Donc c'est nommé d'après un papillon de Floride. Et là, c'est clairement un concurrent d'Hyperledger Fabric, notamment lancé par la Linux Foundation et par IBM. Et ici, pour l'instant, le focus, c'est plus pour un emploi au niveau des gouvernements, donc pour tout ce qui est enregistrement, par exemple, de biens, parce que dans des pays, les notaires n'existent pas vraiment. Aussi pour tout ce qui est amélioration du système de vote et aussi pour tout ce qui est chaîne logistique. Donc il démarre directement avec un projet test avec le gouvernement éthiopien où ils vont aider 15 000 fermiers qui n'ont pas aujourd'hui accès à un système financier et surtout au système de logistique. Et avec cette nouvelle blockchain, ils vont pouvoir avoir une ouverture vers les mandats internationaux, donc à suivre, parce que si jamais ce premier test avec le gouvernement éthiopien est concluant, ils vont pouvoir répliquer ça vers d'autres pays en voie de développement. On va maintenant parler de Fidelity, qui pour ceux qui ne connaissent pas déjà, c'est une des plus grosses sociétés de gestion d'actifs au monde, c'est une grosse société américaine. On en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne parce qu'ils ont lancé il n'y a pas très longtemps leur système de custody, donc de stockage d'actifs pour leurs gros clients. Et maintenant, Fidelity annonce le lancement d'une plateforme de trading crypto pour leurs clients institutionnels et ici déjà plusieurs milliards de dollars de trading de Bitcoin. Alors la plateforme, ils disent dans l'article, elle devrait être opérationnelle dans les prochains mois en fonction des besoins des clients et d'autres facteurs externes. Donc là, c'est quand même une bonne nouvelle parce que Fidelity, c'est une société qui est quand même assez médiatisée. Et en plus, vu qu'ils ont énormément de clients, si jamais ils ouvrent une plateforme crypto, ça devrait être très favorable par rapport au prix, principalement du Bitcoin, parce que je pense qu'ils vont commencer par le Bitcoin et d'autres actifs type Ethereum ou alors Ripple. Donc à suivre quand ils auront lancé d'ici quelques temps leur plateforme. Alors Jack Dorsey, je pense que vous connaissez, c'est le fondateur de Twitter, mais Jack Dorsey a d'autres sociétés, dont notamment Square Incorporation, qui elle-même a une app qui s'appelle Square Cash. Et on apprend dans l'article que donc cette app de paiement permet aussi d'acheter du Bitcoin. Alors ils disent que, un peu plus loin ici, voilà, que Square Cash absorbe 10% du nombre de bitcoins minés par jour. Donc on sait qu'il y a 12,5 bitcoins minés par jour, donc par heure on fait 12,5 fois 6, et puis ensuite on multiplie par 24 pour arriver à 1800 bitcoins par jour. Et si on en prend 10%, ça veut dire que l'app absorbe environ 180 bitcoins, donc qui passent tous les jours dans Square Cash. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'après, ils ont fait des extrapolations par rapport à l'augmentation de la demande dans l'app. Alors on voit
la demande qui est ici en bleu sur le graphe et le nombre de Bitcoin qui est produit chaque jour qui est stable. Donc là c'est en orange, sauf que dans un an, en mai 2020, avec le halving, il y aura 2 fois moins de Bitcoin qui vont être produits à chaque bloc. Et on va passer donc de 12,5 à 6,25, donc dans quasiment un an. Alors ce qu'ils ont fait, donc ils ont pris l'extrapolation de la demande, et ils ont vu que à partir, quand il y aura le halving, la demande en Bitcoin dans l'app sera tout simplement supérieure au nombre de Bitcoin produits. Et plus on va là, il parle ensuite du 3e trimestre 2020, et on voit que là, il y aura quasiment 2 fois plus, 2 ou 3 fois plus de demandes que de Bitcoin produits. Et donc, ce qui risque de se passer, si jamais il y a plus de demandes que de Bitcoin produits, la loi de l'offre et de la demande fait que normalement, le prix du Bitcoin va fortement augmenter. Donc, à suivre, mais bon, ça semble tout à fait logique ce que présente ici Jack Dorsey dans ses chartes. Et donc ça veut dire que normalement, le futur est plutôt ensoleillé pour tous les possesseurs de Bitcoin. On va maintenant parler de Pepsi Cola. Et oui, Pepsi Cola est en train de tester la blockchain, pas n'importe quelle blockchain, puisqu'ils testent la blockchain Zilliqa. Et ils ont vu l'efficacité de leur chaîne d'approvisionnement augmenter de 28%. Ce sont les résultats d'un test qu'il y a eu sur la région Asia-Pacifique en mars dernier. Et comme les tests sont concluants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont élargir le champ du test et ils vont donc tester cette solution de Zilliqa dans d'autres régions. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que Pepsi Cola n'a pas choisi Ethereum pour ce test, mais ils ont choisi Zilliqa, que on n'entend pas vraiment beaucoup parler en ce moment. Zilliqa, pour rappel, est je crois que c'est dans les 40. Zilliqa, voilà, il est en 46e position avec un prix de 1,6 cents. Et si on regarde ici la courbe, on voit qu'ils sont aussi super bas, donc 1,6 cents, mais ils étaient montés à 20 cents, donc ça c'était en mai dernier. Donc ça veut dire aussi qu'il y a encore une autre société qui ne choisit pas Ethereum, qui choisit un concurrent. On l'a vu notamment maintenant. Il y a des sociétés qui commencent à choisir Tron, il y a des sociétés qui choisissent EOS, etc. Et plus Ethereum, alors qu'il y a un an, tous les projets allaient vers Ethereum. Donc il faut vraiment que les améliorations d'Ethereum arrivent rapidement. Sinon, Ethereum risque d'avoir beaucoup de mal dans le futur parce que ses concurrents sont beaucoup plus agiles et beaucoup plus flexibles, sont beaucoup plus aussi performants parce que je pense que si Pepsi Cola a fait le choix de Zilliqa, c'est qu'ils ont vu que Ethereum avait des manquements au niveau performance et n'était peut-être pas une solution durable pour une utilisation à grande échelle. La grande nouvelle de la semaine, c'est le hack de Binance. Donc c'est la seconde fois malheureusement que Binance se fait hacker. Alors c'est un hack qui a eu lieu le 7 mai dernier à 17h15 UCT. Et ce qu'ils ont fait, c'est que les hackers ont obtenu en fin de compte un grand nombre d'API d'utilisateurs et un grand nombre de two-factor authentication et potentiellement d'autres informations. Donc ils ont récolté ces informations pendant des semaines, voire des mois, tout simplement en hackant les ordinateurs des utilisateurs avec par exemple des virus. Donc ils ont pris leur temps de récolter toutes ces informations et puis le 7 mai à 17h15, ils ont lancé leur attaque. Et leur attaque, ça a été avec les credentials des utilisateurs, de récupérer un maximum de Bitcoin et de les envoyer vers une adresse. Donc comme le Bitcoin est une chaîne publique, on voit ici toutes les transactions de toutes les wallets. On voit là un wallet a quand même
la première attaque, ça a été sur ce wallet ici à 555 bitcoins, ensuite 463 bitcoins, etc., etc., pour arriver à 7074 bitcoins qui ont été volés, soit quand même plus de 41 millions de dollars. Alors ça concerne uniquement les hot wallets de Binance, la partie cold wallet n'a pas du tout été affectée. Mais ce qui est intéressant, c'est que les utilisateurs vont être remboursés, même si franchement c'est pas la faute là de Binance, c'est la faute plutôt des utilisateurs qui ont manqué de sécurité. Et bien Binance, en grand seigneur, avec leur Secure Asset Fund, leur SAFU, alors il y a un article ici, vont rembourser donc les utilisateurs. Alors le Secure Asset Fund for User, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'il y a des transactions ou des frais de transaction qui sont récoltés, 10% de ce montant sont mis dans ce fonds au cas où effectivement il arrive quelque chose. Donc CZ, le CEO de Binance, est vraiment très prévoyant. Il sait que même en mettant beaucoup de sécurité, il y a un moment tu te fais quand même hacker. Et pour ne pas avoir de problème, il a sécurisé des fonds pour pouvoir faire face à ce type de situation. Donc je dis vraiment chapeau à Binance. Bon, d'un autre côté, si jamais Binance ne remboursait pas, ça leur aurait fait vraiment beaucoup de mauvaise publicité. Donc ils préfèrent rembourser pour l'instant les fonds. Alors ça ne veut pas dire que Binance ne va pas essayer bien sûr de récupérer les 7000 bitcoins ou en tout cas une partie des 7000 bitcoins. Là on va le voir dans le futur. Mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que aujourd'hui il n'y a pas eu un grand exchange, à part peut-être l'exchange canadien, j'ai oublié son nom. Tous les autres en tout cas exchanges asiatiques ont remboursé les fonds perdus à leurs utilisateurs. Alors que bon, si vous utilisez aujourd'hui un wallet et que vous perdez votre mot de passe, que vous perdez votre clé privée ou alors la passphrase, là vous avez vraiment perdu vos fonds. Donc à la fin, si vous n'êtes pas un utilisateur qui fait attention, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est mieux de garder quand même ces fonds sur les exchanges. Donc à méditer, dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas dans les commentaires, parce que habituellement ce qu'on dit c'est qu'il faut garder ses credentials, sa clé privée, c'est plus sûr que de le mettre sur un exchange. Mais bon, donc à réfléchir, dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant on va parler de Craig Wright, et quand on parle de Craig Wright en général c'est pas en bien, ici ça en fait pas exception, parce qu'on a la Cour de l'État du sud de la Floride qui a envoyé un ordre à Craig Wright le 3 mai pour qu'il produise la liste de toutes ses adresses Bitcoin avant le 15 mai 2019. Alors Craig Wright, pour rappel, c'est cette personne qui s'autoproclame Satoshi Nakamoto sans vraiment donner de preuves. Alors l'histoire est que en 2011, il avait ouvert avec David Kleinman, qui est un scientifique et expert en informatique, une société de minage de Bitcoin. Et puis à l'époque, c'était assez facile de miner des Bitcoins, donc ils en ont miné énormément. Alors les Bitcoins minés, ils ont été stockés dans un contrat pendant toutes ces années. Et malheureusement, en 2013, on a David Kleinman qui est décédé. Et dans l'article, ils disent qu'en février 2018, Craig Wright, il a retiré tous les fonds du contrat. Alors accrochez-vous bien, on parle quand même de 5 milliards de dollars en Bitcoin. Donc la Cour américaine, elle souhaite connaître les adresses publiques qui ont été utilisées pour mettre ces fonds dans le contrat. Et pareil, ils souhaitent connaître les bénéficiaires du contrat, parce que peut-être que Craig Wright n'était pas le seul bénéficiaire du contrat, et peut-être que les descendants de David Kleinman
ont droit aussi à une part des bitcoins qui ont été minés. En tout cas, lui, Craig Wright, lui, il a tout pris pour lui et il semblerait donc qu'il se soit approprié une partie de la fortune de son partenaire. Donc ce qui va être intéressant aussi, c'est que si jamais Craig Wright donne les adresses publiques, on va aussi voir si jamais ce sont des adresses qui appartenaient ou qui appartiennent à Satoshi Nakamoto. Et puis on va aussi voir si Craig Wright est un bandit, parce que si jamais il a volé l'argent de son ex-partenaire, ça veut dire que c'est pas une personne qui est très très clean. On va terminer par une note d'humour et on va parler de Warren Buffett qui n'en finit pas de rien comprendre au niveau du Bitcoin. Alors, comme chaque année, il y avait le meeting annuel de Berkshire Hathaway, donc c'est une société dans laquelle Warren Buffett est l'un des membres fondateurs. Et cette année, Warren Buffett, il a appelé le Bitcoin un outil de jeu et que beaucoup de fraudes y sont liées. Il a aussi rajouté qu'il y a eu donc beaucoup de pertes dues au BTC et que le Bitcoin n'a jamais rien produit. Donc là je vous traduis de l'américain, peut-être qu'il y a des nuances en américain qui ne ressortent pas en français. Il dit aussi que c'est comme un coquillage ou quelque chose du genre et que pour lui c'est pas un investissement. Donc, alors il semblerait qu'il a oublié aussi que l'US dollar, il y a, je pense, encore beaucoup plus de fraudes qui sont liées à l'US dollar qu'au Bitcoin, parce que le Bitcoin, comme on l'a vu avec le hack ici de Binance, tout est public. Il y a des adresses d'origine et des adresses de destination, alors que sur l'US dollar, c'est complètement anonyme. Et quand il dit ensuite que le Bitcoin n'a jamais rien produit, il n'a qu'à aller voir les Turcs qui ici n'ont pas d'autre solution pour s'en sortir que d'investir dans le Bitcoin. Donc malheureusement, des gens de l'économie traditionnelle, de l'ancienne économie, on va dire, comme Warren Buffett, sont vraiment pas à la page. Et c'est dommage qu'une personnalité aussi importante, aussi respectée par des millions de personnes, puisse sortir des absurdités comme ça sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin. Alors moi je vous dis en tout cas à bientôt. N'oubliez pas de mettre des commentaires sur ce que vous pensez de Warren Buffett, du hack de Binance, de Fidelity ou Square aussi. Moi j'aime bien l'information ici sur Square, ou aussi sur le Bitcoin qui a franchi la fameuse barre des 6000 $. Donc laissez vos commentaires en bas. N'oubliez pas aussi que si vous voulez vous inscrire à Brave, si vous voulez vous abonner à un exchange, j'ai des liens de parrainage, c'est complètement gratuit pour vous. Et laissez un pouce vers le haut. Ciao ciao.